Faire un système de particules avec un rendu abstrait comme vous avez sous les yeux, c'est possible avec Blender. Comme d'habitude, la scène sera présente sur Tipeee en téléchargement pour ceux qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. J'en profite également pour vous dire, si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez suivre de manière un petit peu plus assidue la formation et pour éviter de louper des vidéos, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc on va faire l'animation que vous avez sous les yeux. C'est assez permissif, je vais vous montrer une méthode de le faire, mais n'hésitez pas à poster sur Discord ou autre des rendus visuels que vous avez pu faire suite à ce tuto, ou même me taguer sur Instagram ou sur ce que vous voulez sur YouTube pour vous montrer un petit peu vos créations. Je trouve ça toujours intéressant de voir comment vous êtes accaparé les connaissances du tuto pour faire votre propre création de A à Z, et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc aujourd'hui on va faire tout ça, ça amène une nouvelle notion qu'on n'a pas encore vue, à savoir le système de particules qui dans Blender ressemble à ceci en mode viewport. Donc c'est un rendu classique, on va rester sur Eevee, c'est assez rare pour le souligner, ça va nous permettre d'avoir un rendu assez rapide. Pour vous donner une idée, l'animation que je viens de vous montrer, ça a pris environ 1 minute à rendre. Donc on va faire tout ça de A à Z, pas à pas. À la fin de la vidéo, peut-être que je ferai une petite pause le temps que ça lance le rendu de tous les frames et je vous montrerai le résultat final. Alors comment ça fonctionne? Je vais aller dans Blender, un nouveau fichier et je vais comme d'habitude tout supprimer. On n'a pas besoin de tout ça, vous commencez à avoir l'habitude. En haut à droite, je vais juste afficher vite fait les raccourcis clavier, comme ça si vous êtes perdu, vous avez tout ici. Pour faire un système de particules, j'ai besoin de 2 choses et demie, on va dire. En soi, 2 choses, une troisième qui va venir ajouter un petit peu de vie dans ma scène, d'un émetteur, d'une particule qui sera instanciée, et de une ou plusieurs forces qui vont venir rajouter de la dynamique dans ma scène. Donc pour mon émetteur, avec Shift A, je vais rajouter une icosphere, comme ceci. Je vais faire un petit CTRL 3 et je vais appliquer les subdivisions. Comme ça, j'ai une sphère qui ressemble à ceci avec des légères variations. Ça peut être intéressant des fois pour ajouter de l'aléatoire sur un système de particules. Ça va pas être vraiment ultra intéressant aujourd'hui, mais voilà, prenez l'habitude, petite astuce. Je vais l'appeler en haut à droite Emit. Donc là, c'est parfait. Et je vais aller dans ce petit onglet qu'on n'a pas encore vu dans la formation, qui est Particles, et je vais cliquer sur plus. Et là, voilà ce qui se passe si j'appuie sur espace. Déjà, on est content, vous avez, félicitations, votre premier système de particules qui a été créé dans Blender. Alors, je vais mettre ma timeline, hop là, comme ceci au milieu, comme ça, vous la verrez juste en bas. Donc, souvent, vous allez me voir faire un Shift, flèche vers la gauche. Si jamais vous êtes allergique au raccourci clavier, vous avez ceci qui permet également d'aller au début. Mais voilà, Shift, flèche vers la gauche, c'est une habitude d'apprendre. Voilà ce qui se passe. Donc là, il y a Blender qui est en train de calculer un système de particules et de mettre en cache, on le voit avec cette petite ligne rouge, les différentes informations. Donc là, on a une première base. Plein de choses qui vont pas. Déjà, si j'appuie sur espace, vous remarquez que au bout d'un moment, hop, là, j'ai plus de particules qui apparaissent. Et pire que ça, si je appuie sur espace au début, vous remarquez qu'au bout d'un moment, les particules meurent, littéralement. Ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les systèmes de particules d'environ tous les systèmes de 3D. Pour alléger un petit peu et optimiser, on a un début d'émission, une fin d'émission, et chacune des particules individuellement possède ce qu'on appelle une durée de vie, tout simplement. C'est exactement ce qu'on appelle ici en anglais le lifetime. Donc par défaut, on est à 50. Si je veux être un petit peu large et être sûr que mes particules du début vivent jusqu'à la fin, si je veux faire une animation de 250 frames, je vais mettre un lifetime ici de 250. Et là, regardez ce qui se passe maintenant. Mes particules ne vont plus disparaître. Elles ont une vie, pas infinie, ce serait impossible techniquement, mais une vie qui dure pile la durée de mon range, donc c'est parfait. Donc, première étape, je vais faire un petit CTRL S, c'est très important. Je vais l'appeler Particles Tuto. À chaque fois, quand on fait un système de simulation, c'est quelque chose qui peut être relativement lourd, donc prenez l'habitude de temps en temps de faire de CTRL S, ça évite de perdre certaines infos. Donc maintenant, c'est bien beau, mais là, il n'y a pas vraiment de vie, il y a tout qui tombe vers le bas. J'aimerais bien que dans mon système de particules initial, je n'ai pas de gravité. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. Par défaut, qui dit simulation, dit contrainte physique, dit donc application des règles qui nous régissent dans la vraie vie, à savoir la gravité. Mais imaginons que vous vouliez faire une simulation qui se passe sur la Lune, sur Mars ou autre. Obligatoirement, les logiciels de 3D vous proposent de changer l'intensité de la gravité. Nous, on va faire mieux que ça, on va la désactiver totalement. Donc je vais aller ici dans la scene, et dans Gravity, vous voyez ici, vous pouvez changer, vous pouvez même mettre une gravité en XY si jamais vous voulez faire quelque chose d'un petit peu sci-fi ou autre. Sachez que vous pouvez changer ça. Gravity, moi je décoche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur espace? Un petit peu comme si on était dans l'espace. Je n'ai pas de gravité, je n'ai pas de force. Donc mes particules vont être émises et avoir une force linéaire, infinie, exactement comme dans l'espace, parce qu'il n'y a plus de frottement, il n'y a plus de force qui vient se mettre par opposition aux particules. Donc justement, il n'y a pas de force,
Nous, on va en rajouter. On va en rajouter de 3 sortes. On va rajouter un force field de base qui va pousser mes particules de manière un petit peu plus accentuée. On va rajouter un vortex pour donner un effet un petit peu de tourbillon. Et on va rajouter surtout, le plus important, une turbulence qui va rajouter une sorte de ligne de pattern abstrait continu comme on a juste ici, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle de la turbulence. Donc tout ça, on va le faire ensemble. Pour ajouter des force fields, je vais créer une nouvelle collection et je vais appeler force field. C'est pas obligatoire, mais il y a des options qui nous permettent de stipuler quel objet est compris dans le système. Pas utile aujourd'hui, mais une fois de plus, pour avoir le réflexe, prenez l'habitude d'organiser vos scènes. Première chose que je vais faire, c'est rajouter un empty de type plain axis. Pas besoin d'avoir quelque chose de physique pour ceci. Lui, je vais l'appeler force, tout simplement. Je vais aller dans les physics, je vais rajouter un force field de type force. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur espace? Pas grand chose par défaut. Pas grand chose par défaut, maintenant qu'est-ce qui se passe si j'augmente le flow? Je vais le mettre par exemple, vous voyez, à 10. On a une sorte de contrôle de force avec un petit changement, donc moi je vais le mettre à 2. Ça va permettre de rajouter une toute petite force contenue au début et avoir légèrement des variations dans ma force. Pour ajouter encore un petit peu de variation, je peux mettre un noise amount à 1, comme ça je vais avoir de l'aléatoire sur mon force field. Donc celui-là, c'est pas forcément le plus intéressant. Si je l'active ou le désactive, vous voyez que c'est surtout le comportement au début de l'émission de mes particules qui vont changer. Mais c'est pas forcément ça qui va nous intéresser. Je vais prendre ce force field, je vais faire Shift D pour le dupliquer. Et là, on va commencer à arriver sur quelque chose de beaucoup plus visuel, qui est le vortex. Et le vortex, comme je vous le disais, ça va permettre de faire quelque chose qui fait tourbillonner mes particules. Par défaut, il est beaucoup trop faible, donc on va augmenter la force jusqu'à avoir quelque chose qui nous intéresse. Par exemple, le 5. L'avantage du système de particules dans Blender, c'est qu'en temps réel, je vais pouvoir changer les valeurs et voir ce que ça donne. Je peux mettre un noise extrêmement élevé, donc nous, on n'en a pas besoin. Mais voilà, sachez que ici, je vais pouvoir changer éventuellement plusieurs choses. Et là déjà, grâce à ça, je pourrais obtenir une sorte de constellation, une galaxie ou autre qui est assez sympa. Alors j'ai pas suffisamment de particules. Si je veux voir ce que ça donne avec beaucoup plus de particules, beaucoup plus. Alors lui déjà, je vais l'appeler Vortex. Et après, on verra la meilleure chose qui est la turbulence. Je vais resélectionner mon émetteur. Je vais aller ici dans Particles et je vais en rajouter. Et quand je dis en rajouter, c'est beaucoup. Je vais par exemple en mettre 100 000. Et là, vous allez voir que déjà, ça va commencer à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Voilà ce qui se passe. Et regardez, si je désactive par exemple ma force, regardez la différence. Là, on a quelque chose de très linéaire par défaut, alors que si j'active ma force, on a quelque chose d'un petit peu plus aléatoire. C'est très subtil, ça se verra certainement sur le rendu final. Et là, voilà ce que j'obtiens. Alors par défaut, Blender, il m'instancie aucun objet. Il a des sortes de halos, ça ce sont des points. Et ces points, on va les utiliser pour dire à Blender, ok, tu as des points, donc une position, une rotation, etc. sur mes particules. Maintenant, je veux que tu instancies spécifiquement un objet. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire juste après. Mais d'abord, on va mettre la turbulence. Donc je vais prendre mon vortex, je vais le dupliquer avec Shift D, et je vais changer mon type, et je vais la mettre en turbulence, juste ici. Comme d'habitude, si j'appuie sur espace, sans changer les valeurs, vous voyez que déjà là, ça rajoute une sorte de pattern. Donc là où tout à l'heure, on avait juste quelque chose qui tournait, vous voyez, on a des zones qui se détachent, ici et ici. Ça, c'est la turbulence. Alors je vais l'accentuer. Et je vais l'accentuer de manière un petit peu bourrine, c'est-à-dire que cette valeur-là, je vais l'augmenter, jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble à ceci, par exemple. Donc là, on est pas mal. Je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Je vais mettre 18. Tac, et voilà ce qui se passe. Là, j'ai bien des formes pseudo-aléatoires, un petit peu abstraites qui apparaissent. Alors là, c'est pas encore finalisé. On va rajouter de l'aléatoire sur la rotation pour avoir quelque chose qui soit pas parfaitement homogène. Mais vous avez déjà un début. Turbulence. Entrée. CTRL S, voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais dire à Blender, ok, là c'est bien beau, tu as des points, mais là, visuellement, on voit pas grand-chose. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc pour ce faire, je vais resélectionner ma collection d'en haut. Avec Shift A, je vais rajouter un mesh de type Icosphere, parce que c'est quasiment le plus optimisé. Et très important, en bas à gauche, je vais mettre ces subdivisions à 0. Comme ça, j'ai une forme ultra opti qui ressemble à ceci. Je vais faire un clic droit, Sheet Smooth. Et là, je vais dire à Blender, je vais l'éloigner, je vais le mettre ici, comme ça je suis sûr de pas m'embêter avec ça dans la scène 3D. Et je vais l'appeler par exemple Instance. Comme ça, je sais que c'est ce que je veux instancer sur mon système de particules. Je retourne sur mon système de particules, et là, vous l'avez compris, je vais dire à Blender, ok, moi je veux
quelque chose de renderable, de concret, de physique. Là, c'est un petit peu comme quand on a une courbe, on est obligé d'avoir un mesh par-dessus, une épaisseur pour qu'il soit renderable. Là, c'est pareil, ce change juste des coordonnées de points. Donc je vais aller dans Render, je vais déjà désactiver le Show Emitter parce que j'ai pas envie d'afficher mon système de particules d'émission dans mon rendu. Et très important, ici, au lieu de Render as Halo, je vais faire Render as Object, et je vais prendre mon instance qui est juste ici. Par défaut, j'ai ça. C'est pas mal, mais il y a plein de choses qui ne me vont pas. Déjà, l'objet est beaucoup trop gros, donc ça ne me va pas. Donc ici, je vais mettre 0,01. C'est un petit peu mieux. Et Scale Randomness, je vais l'augmenter au maximum. Comme ça, je vais avoir des toutes petites particules et des particules un petit peu plus grosses. Et là, voilà ce que j'obtiens. On a un effet qui est un petit peu plus sympa. Alors, plusieurs choses. Mon émetteur est peut-être un petit peu trop gros. Donc je pourrais sélectionner mon émetteur, le réduire un tout petit peu, CTRL A Scale, et voir ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction du résultat. Mais là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose de sympa. Si je veux rajouter un petit peu plus d'aléatoire, donc là, on peut se dire, on a déjà suffisamment d'aléatoire, on a des formes abstraites qui se dessinent, c'est très bien. Donc CTRL S, moi, je vais partir sur ça. Mais si jamais, vous pouvez prendre votre turbulence et avec 2 fois R, rajouter un petit aléatoire de rotation, pareil dans le vortex, ce qui signifie que Blender, du coup, va orienter la force. Vous pouvez même l'animer, ça vous peut faire une animation de rotation et obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, mine de rien, on est pas mal. Là, on a une forme, vous voyez, géométrique, que j'aime bien. Donc une fois qu'on est satisfait, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs choses à faire pour alimenter un petit peu tout ça. Je vais rajouter déjà une caméra, juste ici, je vais la reculer avec G, Z, Z, tout ça vous connaissez. Moi, j'ai envie de faire un rendu portrait, comme j'ai fait dans la présentation tout à l'heure, donc je vais aller dans les outputs et je vais inverser ces valeurs-là. Donc je vais mettre 1080 par 1920. C'est du 16 neuvième, donc si vous voulez l'obtenir sur les réseaux sociaux, c'est parfait. Et là, on va commencer à faire un petit peu du shading. CTRL S. Qu'est-ce qui se passe si je passe en mode rendu? Pas grand-chose. Et c'est normal, parce que par défaut, j'ai pas d'éclairage. Je vais dire à Blender, je veux que mes particules éclairent de manière un petit peu aléatoire dans la couleur. Ça va venir rajouter un effet un petit peu sympa. Alors déjà dans Render, je vais aller dans Film et je vais cocher Transparent. J'ai pas envie d'avoir de fond. Maintenant, je vais aller dans mon Shader Editor et je vais créer un shader. Le shader, très important, il faut que je le crée sur ma particule qui est instanciée, qui était donc ceci. Donc ma particule qui est normalement sur le côté qui est là. Pourquoi? Parce que Blender ne crée pas de système de shader directement sur mon système de particules. Alors il peut, mais il y a des notions un petit peu particulières. Je préfère le faire sur l'objet de base qui est instancié plusieurs fois et qui du coup lui va projeter son propre shader. Là je vais faire New. Parfait. Tac. Et je vais aller ici dans Émission, je vais mettre une force à 1, comme ceci. Et là c'est magnifique. Mais moi j'aimerais bien rajouter de la couleur qui puisait aléatoire. Donc je vais mettre un node Object Info. Je vais récupérer le node random qui est ce dernier. Vous voyez que j'ai bien de l'aléatoire noir et blanc. Et je vais faire un Color Ramp. Et là, c'est magique. Je vais pouvoir donner des couleurs aléatoires. Donc moi, j'aime bien avoir quelque chose autour du bleu comme ça, un peu cyan avec du vert. Alors, pas trop éloigné. Sinon, ça va faire un petit peu bizarre. Mais voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Je peux mettre cette couleur sur la couleur de l'émission. Très important. Et mon BSDF juste ici. Et là, déjà, j'ai quelque chose qui est pas mal. Plein de choses à rajouter, mais déjà, on a une première base. Première chose à rajouter. Dans ma caméra, je vais rajouter ce qu'on appelle du depth of field pour avoir une notion de flou avant-arrière par rapport à un point de focus. Mon point de focus, ça va être quoi? Ça va être mon objet du centre, à savoir mon émetteur. Et je vais mettre un f-stop très très bas. Alors si je mets 0,1, vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais mettre par exemple 1 ou 0,5. Donc ça dépend de la taille de votre scène. On va dire que c'est pas mal. Et là, qu'est-ce qui se passe si je fais un F12? Rien du tout. Déçu. Pourquoi? Parce que Blender, en fait, il a besoin de mettre en cache ma simulation. Donc si on est satisfait de la simulation, deux solutions. Soit je fais un Shift, flèche vers la gauche, j'appuie sur Espace, et maintenant, vu que c'est mis en cache, quand je fais F12, ça va se rendre. Soit si je veux être vraiment clean sur mon système de particules, je vais pouvoir le baker. Mais pour le baker, il faut que je sois sûr. Bon, si jamais vous voulez le baker, je vous montre l'astuce. Vous allez ici dans Particles. Vous allez tout en haut dans Cache et vous faites un Bake All Dynamics. Moi, je préfère faire des allers-retours parce que je trouve que mes particules sont encore un petit peu grosses. Donc, je vais peut-être les réduire un tout petit peu. Donc, je vais aller ici dans mon système de particules et
dans la taille, je vais mettre 0,0, je vais rajouter un 0, 0,1 pour voir ce que ça donne. Là, c'est peut-être un petit peu trop petit si je fais F12. Oui, on les voit quasiment pas. Donc c'est ajusté. Peut-être que je n'ai pas assez de particules. Donc soit vous augmentez le nombre de particules, soit vous augmentez un petit peu la taille ici. Là, c'est peut-être un petit peu trop gros. Voilà, là, je pense que on est pas mal en termes de taille. On s'en rend pas forcément compte. Pour s'en rendre compte, il faut faire un F12. Ok, parfait. Là, je trouve qu'on a une taille qui est assez correcte. Je sais plus combien j'avais mis ici dans l'exemple. C'est un petit peu plus gros. J'avais mis 0,05. Bon, peut-être qu'on va faire 0 retour. Allez, je mets 0,04. Comme ça, on coupe la poire en deux. Et là, si je fais F12, voilà ce que j'ai. Donc je peux passer en compositor pour ajouter 2-3 trucs. On va rajouter du glow, on va rajouter un fond, on va rajouter 2-3 effets assez sympas. Donc je vais dans le compositor et après, bien sûr, on lancera l'animation finale. Je vais faire New, Backdrop, voilà ce que j'ai. Donc par défaut, j'ai un fond qui est transparent. Ça va pas m'arranger. Donc je vais faire un alpha over, comme ceci. Je vais mettre mon image sur le foreground parce que je veux qu'il soit avant. Vous voyez, on a l'image qui apparaît. Mais en background, je vais mettre quelque chose de très sombre. Alors on peut mettre du noir à 100%, moi je vais le mettre un tout petit peu comme ça. Et je vais le faire tendre vers le vert bleu pour appeler un petit peu la couleur que j'avais en fond. Je vais également rajouter, très important, ça rajoute toujours un petit effet sympa, en bas à gauche, une vignette. Je vais avoir besoin potentiellement du tune image et une aberration chromatique. Donc ça, ce sont les trucs de base, mais vous allez voir que c'est vraiment le glow qui va faire prendre de la vivacité à mon image. Bon, mon vignettage, voilà à quoi il ressemble, donc je vais baisser un petit peu le facteur parce que par défaut, c'est un petit peu trop important. Mon tune image, donc je peux augmenter un petit peu le contraste, mais là, en fait, on va travailler dans le vide. Donc je vais quand même mettre ces nodes-là. Lens dispersion très très faible, sinon ça va faire un petit peu trop exagéré. 0,05, voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ceci. On va même rajouter une petite animation de caméra et tout après. Donc si vous voulez rester jusqu'à la fin, vous allez voir plein de petites astuces. Je vais rajouter un glare. Donc le glare, si je le mets là, voilà ce qui se passe. Par défaut, pas grand-chose. Parce que Blender va attendre un seuil à partir duquel il considère qu'il y a une émission tellement intense que ça doit faire du glow. Donc par défaut, on n'en a pas parce que mon shader avait un glow assez faible. Si je veux l'augmenter, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Je n'ai pas besoin de relancer mon rendu, je vais mettre un exposure et je vais augmenter ici l'exposition. Et vous voyez qu'en mettant l'exposition par exemple à 2, elle va être tellement intense que mon glow va être pris en considération. Si jamais, je peux baisser le threshold ici, le mettre par exemple à 0, comme ça toutes mes particules vont avoir du glow, parce que le seuil attendu pour dire à Blender, ok, ce pixel est tellement lumineux que ça doit passer dans le glow, il est tellement bas, il est à 0, que toutes mes particules vont être considérées par ce glow. Donc le glow, on en a plusieurs. On a du kernel, on a du sunbeams. Alors lui, c'est vraiment si vous voulez faire un effet cicatrice d'Harry Potter. Donc là, aujourd'hui, on n'en veut pas. On a du simple star, si jamais vous voulez faire un petit peu. Il y avait un vieux générique. Non, ça s'appelle pas un générique, un truc de musique, un vieux clip de musique qui utilisait cette technique-là. Bon, c'est pas très beau. On a le fog glow, on a le streak, si vous voulez faire une sorte de nuit étoilée. On a du ghost qui va laisser une traînée derrière, donc ça on veut pas. Moi je veux du bloom. Et voilà ce qu'on obtient. Et là, c'est pas mal. Là, on commence à être bien. Et suite à ça, on peut changer éventuellement le contraste si jamais ça m'intéresse. Donc moi, je ne veux pas le faire. On peut changer le color boost. Donc vous voyez que ça va venir un petit peu saturer ça. On peut changer la clarity. Donc ça peut être également un petit peu intéressant. Mais attention, si vous le mettez avant ou après le glow, ça va avoir un effet un petit peu différent. Donc moi, je vais le rebaisser. Et on a le detail si jamais vous voulez détailler les particules. Mais là, on va dire que on est bon dans le général. On a un système nodal qui permet d'avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc moi, il y a quand même des choses qui me dérangent. On a des particules qui sont un petit peu trop nettes, donc ça veut dire que ma caméra, elle n'est pas bien placée et le défocus ne peut pas vraiment réagir. Donc je vais retourner dans la 3D Viewport, je vais passer en mode rendu, comme ceci, et je peux même activer en temps réel, hop là, mon compositing, comme ça je vois ce que ça donne. Si j'appuie sur espace, voilà ce que j'ai. En fait, moi j'aimerais bien faire une petite animation de caméra. Donc, ce que je vous propose, c'est que cette fois-ci, on va faire un Bake All Dynamics. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite en bas parce que le processus est uniquement centralisé sur le calcul de ces particules-là. Donc là, mon système de particules ne sera plus dynamique, il sera vraiment encapsulé dans un système de particules. Et voilà à quoi ça ressemble. Du coup, là, je peux naviguer en temps réel. C'est quand même assez sympa. L'objectif, c'est d'avoir à la fin une pose forte. Voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. J'ai beaucoup de particules quand même, mais bon, c'est pas très grave. Je peux ici jouer sur mon f-stop, je pourrais le mettre à 0 si vraiment je veux quelque chose de très défocus. 0,5, je pense que c'était le bon compromis. Donc là, je vais appuyer sur I en ayant sélectionné ma caméra pour mettre une keyframe.
là. Donc ça, je veux que ce soit ma pose finale. Et maintenant, l'objectif, c'est de choisir ma pose du début. Donc, je vais avec G, Z, Z, rapprocher un petit peu ma caméra. Pourquoi pas faire une petite rotation avec RR, voilà, qui ressemble à ceci. Appuyer sur I. Et maintenant, si j'appuie sur espace, regardez ma caméra, elle vient se déplacer. Mon point de focus, lui, reste le même. Donc, c'est quand même intéressant. Et j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Si je suis satisfait, donc on a une forme totalement différente de ce que je vous avais montré tout à l'heure, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer un petit peu sur tous les paramètres pour avoir quelque chose de différent. Si vous êtes satisfait, donc j'appuie sur F12 un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà ce qu'on a. Je trouve ça pas mal. Donc je peux faire un CTRL S, je peux aller ici dans Output, deux possibilités. Soit vous avez la version clean, la version propre, où vous mettez des images en sortie EXR, et ensuite vous pouvez dire à Blender de les coller côte à côte. Je ferai une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse pour ça. J'avais déjà fait, mais elle est ancienne. Si vous voulez la version un petit peu dégueulasse, mais efficace pour la vidéo, donc vous pouvez passer en vidéo. Encoding, on va passer en MP4, H264. Alors ça dépend, hein. Si vous êtes sur Mac, peut-être qu'il vous faut des codecs différents. Je connais pas du tout Mac, mais sur Windows, ça marche assez bien. Je peux faire un CTRL S. Et une fois que vous avez ceci, vous pouvez faire Render, Render Animation. Alors vous pouvez choisir votre destination juste ici. Donc vous voyez, moi j'avais mis là. Je vais mettre par exemple sur mon bureau, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler vidéo. Tac. Accepter. CTRL S. Et maintenant, si je fais Render, Render Animation, très important, je précise un truc. Si votre compositeur ne s'active pas dans votre rendu, c'est peut-être parce qu'il n'est pas relié ici sur le groupe Output. Au passage, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui posent des fois cette question-là. Là, je fais Render, Render Animation, et là, c'est parti. Blender, il va me rendre les 250 frames. N'ayez pas peur, en temps réel, des fois, vous n'allez pas voir le compositing, mais il le prend bien en compte, vous le voyez juste en haut. Alors, je profite de ce temps de rendu. Pourquoi je vous déconseille de faire des rendus vidéo? Là, je le fais parce que c'est plus rapide pour vous montrer. Je déconseille de faire un rendu vidéo parce que si ça crache en plein milieu, vous devez recommencer tout votre rendu vidéo. Si vous voulez relancer uniquement une partie de votre animation, parce qu'il y a un truc qui a bugué ou autre, vous devez vous retaper également tout le rendu vidéo. Le gros avantage de passer par des exports d'images, c'est que vous pouvez rendre uniquement une partie, donc l'image 10 à 20 par exemple. Vous pouvez arrêter quand vous voulez et reprendre. Imaginons que vous ayez comme moi 250 frames avant de vous coucher. Vous voulez éteindre votre PC, il n'a pas fini, vous coupez à 200, le lendemain, vous pouvez repartir de la 201 à la 250, ça va marcher très bien. Alors qu'en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. En fonction des codecs, des fois, vous pouvez arrêter, reprendre, mais on perd en données, on est obligé de repasser par du montage ou autre, c'est un peu plus compliqué. Également, autre avantage des exports en format image, c'est qu'ils ont une compression qui est beaucoup plus faible. En fait, là, vu que je fais en rendu vidéo, j'ai déjà une compression, une encapsulation. Alors, j'aurais pu le mettre en lossless, mais ça aurait pris un petit peu plus de temps. Et de toute façon, avec YouTube, vous verrez pas la différence. Mais si je fais un export vidéo, que je mets dans un logiciel de montage et que je réexporte une vidéo, j'ai deux encodages qui se font les uns à la suite de l'autre. Du coup, j'ai deux fois une perte de données. Alors que si j'exporte en lossless avec une image, en EXR par exemple, j'ai une séquence d'images et ensuite je fais l'encapsulation d'une vidéo une seule fois. Donc j'ai une seule compression qui apparaît. Donc c'est ça le gros avantage. Également, le XR permet, ça on l'a déjà vu dans des vidéos, d'exporter des AOV parce que le XR a un gros avantage, c'est qu'il est multilayer. Donc c'est une forme de point zip pour de l'image. Et du coup, ça vous permet de transiter plein de données directement dans une image sans avoir à repasser par du compositing interne dans Blender. Vous pouvez le traiter dans un autre logiciel. Bon, je parle, c'est parfait. Il reste 20 frames, donc je vais pouvoir vous montrer en temps réel ce que ça donne. Et au passage, je vous montrer une petite astuce de comment ouvrir le rendu directement dans Blender sans retourner dans Windows ou autre. Là, hop là, il a fini toute l'animation. Donc je peux aller ici dans Render, View Animation, et automatiquement, vous voyez, qui vient lire mon animation. Alors si jamais vous voulez l'ouvrir dans Windows, parce que là c'est le player intégré à Blender, hein, donc espace pour faire play, on a le clic droit comme ça pour le clic gauche pardon pour laisser enfoncer, mais vous voyez ça marche quand même très très bien. Alors j'aurais pu, vous voyez ce pattern là est assez régulier, donc j'aurais pu carrément tourner autour du pattern pour le briser, mais moi j'aime bien le fait qu'il y ait des lignes comme ça qui apparaissent. Donc comme d'habitude, ce fichier sera disponible sur Tipeee si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, vous pourrez le télécharger et voir à quoi ça ressemble. Si jamais, si je vais dans le bureau, vidéo,
vous voyez que c'est bien un MP4 qui est compatible avec n'importe quoi. Donc si je l'ouvre avec le player de base de Windows, ça marche également exactement de la même manière. Donc l'avantage, c'est que c'est quand même compatible avec tous les logiciels de montage basique, alors que le mixer, c'est vrai que c'est un format un petit peu plus spécifique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On n'avait jamais vu vraiment l'émetteur de particules dans la formation. Vous voyez que c'est pas très compliqué, une fois qu'on connaît un petit peu les bases, on peut faire des choses abstraites assez facilement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. Comme d'habitude, vous pouvez me taguer sur les différents réseaux sociaux pour vous montrer vos créations. C'est toujours avec plaisir. Vous pouvez également rejoindre Twitch, le lien est juste ici. Si jamais vous voulez poser des questions en direct live ou autre, je suis assez présent sur cette plateforme-là. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tout de suite, le nom des gens qui soutiennent sur Tipeee. Une fois de plus, c'est extrêmement généreux à vous. Merci à tous. Ciao, à plus.